La TVT au cœur de l'information. Plusieurs mécanismes sont disponibles pour un meilleur accompagnement des jeunes. Le gouvernement s'emploie pour offrir des conditions favorables à la création d'emplois décents. Comment cette politique est-elle menée sur le terrain? À suivre tout à l'heure. La zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf est officiellement lancée en début d'année 2021. C'est un marché commun qui va accroître les échanges commerciaux intra-africains. Les défis et enjeux de la ZLECAf seront décryptés dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Dans son édition papier du 27 décembre dernier, le magazine Jeune Afrique a consacré un dossier sur le Togo. Jeune Afrique met en relief une gouvernance concertée au Togo, un changement de style au sommet de l'État Togo. Joseph Amégan relève ici quelques aspects de ce dossier de Jeune Afrique. Suivi. Dans sa parution du 27 décembre 2020, le magazine Jeune Afrique consacre un dossier d'une vingtaine de pages sur le Togo. Changement de style au sommet de l'État avec de nouveaux défis, indique le journal, qui évoque la nomination de nouveau Premier ministre Victor Dogbe, une personnalité politique chevronnée, doublée d'une technicité aguerrie. Les réels progrès économiques et sociaux enregistrés ces dernières années sont quelque peu fragilisés par les effets de la pandémie liée au Covid-19, mais aussi par d'autres handicaps que le pays devrait pouvoir surmonter, estime Jeune Afrique. Le Togo subit un choc sans précédent, mais l'économie se montre résiliente. Alors que beaucoup de pays enregistrent une récession pour 2020, le Togo affiche en effet un taux de croissance positif de 0,7% grâce aux mesures de riposte prises très tôt par les plus hautes autorités, explique Sani Yaya, le ministre de l'économie et des finances. Mais les perspectives s'annoncent meilleures pour 2021 avec une croissance projetée à 4,7% à la faveur de la feuille de route portée par le Premier ministre Victor Dogbe, ajoute le ministre de l'économie et des finances. Face à l'épidémie, les autorités togolaises ont été contraintes de réviser le plan national de développement, PND. La crise sanitaire a montré la nécessité de renforcer la protection sociale et la résilience des acteurs économiques face au choc exogène et donc de réorienter les priorité du gouvernement à travers une révision du PND, estime Sani Yaya. Le ministre Sani Yaya se félicite des récents investissements qui illustrent l'amélioration du climat des affaires. Il cite celui du groupe Dangote, phosphate et ciment, d'Olam au niveau du coton et d'Ariz, parc industriel notamment. L'Afrique de l'Ouest, très engagée à renforcer la résilience des communautés victimes de l'érosion côtière. Le démarrage des travaux du projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest est prévu pour fin semestre 2021. Mais quelques actions urgentes sont prévues. La protection des habitations vulnérables, Bodjomé à Bodrafo. Le ministre en charge de l'environnement et son collègue de l'économie maritime étaient sur le terrain pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Christine Petit-Kialoudi. Le littoral togolais menacé par l'érosion côtière. Agbavi est l'une des localités touchées. Des dizaines de maisons et d'infrastructures ont disparu déjà sous l'effet de l'avancée de la mer. Les ministres sont venus nous apporter l'assistance et chercher des voies et moyens pour trouver une solution durable. Le projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, Waka Resip, est initié pour renforcer la résilience des communautés touchées. À Bodjomé, dans les lacs, Deo Eklounaté riverain et son équipe développent un savoir-faire. J'ai testé aussi beaucoup de solutions et c'est celle-ci qui a été retenue. C'est des puits qui sont enfoncés très profondément
et qui sont pratiquement devenus inamovibles par rapport au choc des vagues. Il faut vous dire que quand nous avons commencé, les premiers puits étaient hauts et on était totalement en bas. Là où les gens sont debout, la mer a remblayé sur 3 mètres de hauteur. La sauvegarde du patrimoine naturel et la restauration de la biodiversité dans les bassins du lac Bokozoula et Hinterland est l'un des 11 projets Waka-Rezip. Démarré en février 2020, il est à 99,99% de taux de réussite. Dans la restauration des berges lagunaires, il est prévu 90 hectares de mangroves pour les 3 ans. Mais à ce jour, les 90 hectares de berges lagunaires ont été déjà reboisés. Chaque année, entre 6 et 10 mètres du littoral par endroits sont engloutis. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour des solutions globales et pérennes. Les approches de solutions dans les localités visitées vont bon train selon le ministre de l'économie maritime et celui de l'environnement. Ici, nous sommes en train de constater l'avancement d'un projet de restauration de mangrove. La mangrove joue un rôle important dans l'équilibre naturel et empêche l'eau salée de venir sur le continent et donc permet en fait de lutter contre les questions d'érosion côtière. La question de la côte et de sa protection, de son aménagement et de sa mise en valeur reçoit la plus grande attention de la part des autorités au plus haut niveau. Nous avons été heureux de constater que ce soit au niveau de la protection de la côte et ici même, tous ceux qui sont à l'œuvre sont recrutés sur place. Nous avons surtout apprécié le génie de notre concitoyen, M. Ekoulounaté. Il a estimé que toute son expérience acquise en Allemagne doit servir à son pays. Nous partons avec vraiment une grande satisfaction. Le projet avance bien. Toujours dans le compte du projet, 100 poubelles et 10 blocs de 4 cabines de sanitaires Ecosan et 5 forails solaires seront construits. 2 pirogues motorisées pour la surveillance et le tourisme et 14 pirogues de pêche vont être mises à la disposition des populations. Nous sommes de plein pied dans le nouvel an. Ces moments de réjouissance sont souvent des périodes florissantes pour les maraîchers. Dans les savanes, les tomates sont produites en grande quantité. Une de nos équipes a voulu savoir davantage sur cette filière. Est-elle rentable? Tchazim Nabaga. Pour la 3e fois consécutive, Madame Larbli Lenne récolte les tomates sur sa parcelle ici au bas-fond de Koboto à Sibortoti dans la préfecture d'Automne. L'idéal pour récolter la tomate, c'est quand le légume a atteint sa maturité. Celle-ci s'observe lorsque la tomate prend sa coloration finale qui peut être rouge, rose, jaune ou orange. On enlève ce qui est mûr. Bon, si on veut envoyer Lomé, on enlève ce qui va mûrir dans 2 ou 3 jours. Comme ça là quoi. Pour que le transport faisant, quand ça fait 2 ou 3 jours avant d'arriver, pour qu'elle puisse vendre, que ça ne devienne pas trop mou. Si c'est pour vendre d'abord, on prend ce qui est mûr. Mais on peut toutefois mélanger un peu, pas trop. Parce qu'elles sont sur place, on ne sait pas si le même jour elles vont finir de vendre. Si c'est pour quelqu'un qui veut utiliser le même jour, on prend que les rouges. Lorsqu'il y a des gâteaux, on trie, on n'envoie pas ça à la vente. Une fois commencées, les récoltes s'enchaînent successivement par intervalle de 4 à 5 jours et Madame Larbli peut faire jusqu'à 7 récoltes sur ce quart. Premièrement, j'avais récolté 1 panier et demi. La seconde fois, c'était 2 paniers et demi. Aujourd'hui, ça va aller jusqu'à 5 ou 6 paniers. Et si tout est mûr dans mon champ, la même journée, je peux récolter 18 ou bien 20 paniers. Je finis toutes les récoltes. Je peux aller dans les 100. Avec un panier qui coûte 10 000 francs CFA pour l'ensemble de sa récolte, Madame Larbli peut vendre jusqu'à 1 million de francs CFA à ses clients qu'elle trouve généralement sur les réseaux sociaux. Pour vendre mes tomates, je fais la publicité sur WhatsApp. Et puis il y a certains amis, des gens qui me connaissent, qui connaissent mes produits, qui commandent depuis Lomé, Kara, Sokoté, ça dépend. Quand c'est trop, on ne peut pas tout envoyer à Lomé. Il y a des gens qu'on va chercher au marché de tomates au niveau de Kwegi et ils viennent ici avec leur panier. Mais ça ne nous avantage pas. Leur panier là, c'est tellement gros. Et puis, quand ils veulent mesurer, ils mesurent presque 2 fois le panier.
Avant la livraison, les tomates sont conditionnées dans des paniers en raffia, puis couverts de papier pour garder leur fraîcheur. Au bas-fond de Koboto, à Sibortoti, ils sont nombreux à produire les tomates pour le même rendement. L'unique contrainte, c'est l'eau. Ici, nous trouvons l'eau dans la rivière de Koboto. À partir de mi-novembre en allant, nous essayons de faire des sillons pour bloquer l'eau. En ce moment, l'eau ne coule pas trop. Et au fur et à mesure qu'on continue par arroser, et les femmes enlèvent le sable et ça nous donne plus d'eau. À partir de fin janvier, là, il n'y aura plus beaucoup d'eau. Là, on sera obligé de surcreuser, de faire un trou sous forme de puits dans la rivière. Si nous, on en a un forage, plusieurs personnes, plusieurs jardiniers peuvent utiliser. Beaucoup de femmes allaient s'autonomiser parce que c'est l'eau qui fait problème. À la fois fruits et légumes, la tomate se présente sous forme charnue. Elle peut être consommée frais dans des salades ou cuite en sauce de tomate pour accompagner les plats de riz ou de foufou. La tomate est riche en vitamine A. C'est ce 1er janvier que les chefs d'État africains ont donné le coup d'envoi de la zone de libre-échange continentale, le CAF. C'est un marché commun de 1,2 milliard de personnes. Il est destiné à accroître les échanges commerciaux intra-africains. Quels sont les enjeux de ce marché? Nous reviendrons tout de suite sur ce sujet. Le 30 décembre dernier, la chef du gouvernement, Victoire Toméga-Dogbe, a visité certains entrepreneurs de jeunes qui, grâce à leur génie créateur, créent des emplois et contribuent à la relance de l'économie nationale. Elle s'est rendue dans le Zior et a visité certaines entreprises installées dans le Grand Lomé. Et ces entreprises sont spécialisées entre autres dans la transformation et dans la production du riz local. Yves Agbevivi nous fait le point. Poursuivant sa visite de terrain, notamment dans les usines de transformation sur place avant la fin de l'année 2020, Madame le Premier ministre met le cap dans le Zior, direction la société Africa Plastic Technology, spécialisée dans la tuyauterie. Inaugurée en 2019, l'usine enregistre déjà beaucoup de succès et pense à l'extension pour diversifier ses productions. Nous avons déjà usiné 3200 tonnes de matières premières pour 2700 tonnes de produits finis. Et ce qui représente 80% des matières premières usinées. Avec l'installation de cette usine, ça a permis aux entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui utilisent beaucoup les tuyaux, de ne plus souffrir. C'est le chef de l'État, son Excellence Boris Yassingbe, en personne qui a inauguré notre usine en avril 2019. Et on a relancé véritablement la production en 2020. Le Togo est grand producteur de maïs. Il n'y a pas longtemps, M. Ntimon Béa a pensé la transformation de cette denrée de base, d'où l'installation de la société Citrapat à la sortie nord de Thiévier en avril 2020. Et le résultat est là, transformation de maïs en farine semoule et en chips pour le marché tant togolais qu'international. C'était pour apporter une qualité de l'alimentation à la population togolaise dans un premier temps. Le second temps, c'est que le Togo étant un pays producteur de maïs, il arrive que quand la production est bonne, les agriculteurs ont le maïs sous la main. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait apporter une solution à cet état de fait. Après Thiévier, Apé-Cité dans Michintové. Ici, c'est la transformation du riz de Corvier grâce au jeune entrepreneur Ametana Kosivi. Il a voulu donner de la valeur ajoutée au riz produit dans la zone pour concurrencer le riz importé. L'idée est aujourd'hui une réalité à travers Vabekos. J'ai fait une lettre à mes femmes et ils sont venus, ils m'ont demandé, j'ai dit que c'est mon idée, faire sortir au moins mon riz pour que ça soit propre, pour que ça puisse dépasser le riz importé. Ils m'ont aidé à faire le financement de 106 millions. 106 millions pour avoir cette structure de petite transformation. 2019, 400 tonnes de riz, la paix sortie d'ici. 2020, plus de 500 tonnes et le jeune entrepreneur pense aller plus loin. Pour Madame le Premier ministre, au thème de sa tournée, les jeunes Togolais n'ont plus peur d'entreprendre. Pour nous, c'est des jeunes qui sont des champions parce qu'ils ont osé faire des choix très stratégiques de filières et pas mal d'institutions financières leur font confiance. Ils sont aujourd'hui une trentaine que nous avons identifiés, que nous allons accompagner parce qu'il faut absolument qu'ils réussissent et qu'ils inspirent d'autres jeunes. Et je voudrais saisir l'occasion
pour présenter donc à toute la jeunesse entreprenante de notre pays nos vœux les meilleurs. Déjà en début de semaine, le promoteur de l'usine de fabrication de tuyaux plastiques, le PDG Jima Sitou, a été reçu en audience par Madame le Premier ministre Victoire Tobega Dogwe. Ces dernières années, l'emploi des jeunes et l'entrepreneuriat occupent une place de choix dans la politique gouvernementale. Sur le terrain, les exemples de réussite sont légion. Des conditions favorables à la mise en œuvre des initiatives créatrices d'emplois existent, avec à la clé des financements appropriés. La réalité sur le terrain avec Yves Vivi. L'emploi des jeunes, plus qu'une problématique, c'est un défi de l'heure pour tous les pays. Au Togo, le gouvernement, en vue de relever ce défi, a mis en place plusieurs mécanismes, parmi lesquels le MIFA et le PAEGSP, qui appuient les PME-PMI. En 4 ans, plus de 35 000 jeunes insérés et 7 milliards de francs CFA injectés par le PAEGSP à travers la Banque africaine de développement. Et avec le MIFA, les entreprises évoluant dans l'agrobusiness ont aujourd'hui des facilités de financement. En 2020, par exemple, l'entreprise Citrapat SA, spécialisée dans la farine, a reçu de la BAD un financement de 4 milliards de francs CFA. L'élément fondamental qui fait que le financement est mis sur la table de ces entrepreneurs, c'est qu'il y a des contrats de marché qui permettent à ces entrepreneurs de pouvoir vendre facilement leurs produits. Et nous savons que nous sommes dans un pays où la paix est un credo pour les premières autorités, est un credo partagé par la plupart des Togolais. Et donc cette paix qu'il y a dans notre pays fait que les investisseurs, les banques ont plus le courage de mettre des milliards sur la table pour le financement des jeunes et des entreprises togolaises. Les PME-PMI qui tirent leur épingle du jeu tout en créant de l'emploi pour des milliers de jeunes. Moi ici, j'ai dit mécanicien, donc j'interviens ici en tant que mécanicien. Ça m'aide de premier abord à subvenir à mes besoins et aussi à subvenir aux besoins de ma famille et mes proches. Depuis que j'ai commencé à travailler ici, on gagne un peu dedans, Ça t'aide à la maison, à faire tes achats. Ce travail m'aide beaucoup parce que j'arrive à supporter mes enfants, les besoins de la famille à la maison. Donc je tiens à féliciter le gouvernement pour l'appui qu'il nous donne comme jeunes. Le système est tellement bien huilé, depuis le primo-entrepreneur jusqu'aux petits ouvriers, passant par les producteurs et les agrégateurs, tout est bien planifié dans l'agrobusiness de façon qu'au bout de la chaîne, chacun puisse trouver pour son compte. Et ce sont des milliers d'emplois qui sont créés. Avec un jeune qui transforme, qui crée à lui seul des emplois directs de 200 à 300 et qui fait aussi travailler 5 000 à 10 000 jeunes dans la production, dans la collecte, nous avons rempli l'ambition du PND de 500 000 emplois. Parce que quand ils sont une centaine de champions, chacun créant 5 000 emplois, rapidement nous avons des 500 000 emplois d'ambition que nous nous sommes affichés pour notre PND. Le marché de l'emploi, un secteur très serré dans le contexte actuel, mais pas impossible pour ceux qui se lèvent tôt. Avec le PND, le Togo peut être sûr de gagner le pari. 4,7%, c'est la croissance économique prévisionnelle du Togo en 2021. Mais pour y arriver, le pays compte développer une politique économique résiliente face au Covid-19 et aux autres chocs extérieurs. On parle de l'actualisation du plan national de développement et de la création des pôles de transformation des produits agricoles et industriels. Sonia Ménic pour précision. Selon le gouvernement, la pandémie a certes des impacts négatifs sur le social et l'économie. Néanmoins, elle enseigne des leçons qui aideront à repenser le modèle économique pour le rendre moins dépendant de l'extérieur et plus résilient face aux chocs extérieurs. Cette nouvelle orientation de la politique économique a amené le gouvernement à actualiser le plan national de développement PND.
Cette nouvelle politique s'articulera autour de la création des pôles de croissance, des unités de transformation industrielle des matières premières locales, particulièrement dans le secteur agricole et industriel pour développer des chaînes et créer plus d'emplois. Et c'est sur la base de ces prévisions que le Togo projette une croissance économique de 4,7% en 2021, sous réserve que la pandémie soit rapidement maîtrisée. Pour en arriver là, le pays compte mettre en exécution une loi de finances qui s'équilibre en ressources et en charges de 1,521 600 000 francs CFA, en léger recul par rapport à l'exercice 2020. Les recettes budgétaires pour leur part s'établissent à 839,6 milliards de francs CFA contre 1120,4 milliards de dépenses budgétaires, ce qui occasionne un solde budgétaire déficitaire de 280,8 milliards à combler par le solde excédentaire des opérations de trésorerie. Ce montant représente 6,1% du PIB. Rappelons qu'au terme de l'année 2020, le Togo s'attend à une croissance économique de 0,7% contre une prévision initiale de 5,5% après les 5,3% de 2019. À l'instar des autres pays du monde entier, la pandémie de Covid-19 fait subir à l'économie togolaise un choc sans précédent. Et la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo, à ce jour, dimanche 3 janvier 2021, se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 3702, 19 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 3474, 17 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 160 et le nombre de décès est de 68. Un communiqué du ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Miji Yawa. Je vous l'annonçais tout à l'heure, c'est ce 1er janvier que les chefs d'État africains ont donné le coup d'envoi de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. C'est un marché commun de 1,2 milliard de personnes. Ce marché est destiné à accroître les échanges commerciaux intra-africains. Quels sont donc les grands enjeux de ce marché? Augustin Costi. C'est un grand rêve qui se réalise, un tournant historique pour l'Afrique. La zone de libre-échange continentale africaine est entrée en vigueur depuis ce 1er janvier 2021. Ratifié par 34 États, ce traité va instaurer la plus vaste zone de libre-échange au monde avec 1,2 milliard de population. Objectif, accroître le commerce intra-africain et développer les richesses. La zone prévoit d'ici à 15 ans la suppression de 90% des taxes douanières sur les biens et services. Et d'ici là, le chemin paraît long. De nombreux points restent à négocier, notamment le contenu des offres tarifaires et la liste des produits pouvant bénéficier de cette baisse des impôts. Sur les règles d'origine et les offres tarifaires, l'Union africaine se donne une période de 6 mois pour conclure les questions en suspens et rendre opérationnel l'accord sur le terrain. C'est dit que juridiquement, la ZLECAf entre en vigueur, mais il faudra attendre le deuxième semestre de l'année pour voir les effets réels sur les échanges commerciaux intra-africains et sur les coûts des transactions entre entreprises. Cet accord est censé permettre au continent africain et à ses entreprises de corriger les faiblesses des échanges intra-africains qui ne représentent que 16% aujourd'hui. Cela est dû essentiellement aux barrières tarifaires et non tarifaires ainsi qu'à la faiblesse des infrastructures. La création de cette zone devra aussi permettre d'augmenter le niveau du commerce intra-africain de près de 25% à moyen terme et 52% à long terme. En levant les barrières douanières, les entreprises marocaines pourront-elles avoir accès à ce marché? Ces exportations vers les pays africains sont estimées à 2,2% et ces importations à 2,5%. La ZLECAf devra aussi accélérer les investissements directs étrangers. Et à l'heure où le continent africain est devenu le nouvel appétit des industriels chinois, américains et européens,
devenir un espace ouvert au commerce, cela ne fera qu'attiser la convoitise. Le développement des infrastructures, de la logistique et des autoroutes de l'information et de la communication reste un défi. Tous les 55 pays africains ont signé ce traité, sauf l'Érythrée. À son entrée en vigueur, 34 l'ont ratifié. Du chemin reste à faire afin de parvenir à la plus grande zone de libre-échange du monde depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce. Dans son message de vœux à la nation, le président de la République Faure Gnassingbé a mis un accent particulier sur la nécessité de préserver la paix et la sécurité. Le chef de l'État a salué l'engagement des forces de défense et de sécurité et les a encouragés à maintenir le dévouement professionnel dans la fidélité à leur déontologie. Et vous le savez, le terrorisme et l'extrémisme violent constituent un phénomène qui ne cesse de gagner du terrain sur la côte ouest africaine. Et plusieurs pays sont touchés et le Togo, pour sa part, prend des dispositions. Le pays n'a pas encore enregistré de pareils cas. Augustin Kossi. Le phénomène est d'actualité, il est partout. Au Mali, au Niger, tout comme au Burkina Faso, dans la zone des 3 frontières, les actes terroristes et djihadistes sont quasi permanents. Sur la côte ouest africaine, le Bénin a été touché déjà en 2019. Au Togo, même si aucun cas manifeste n'a été enregistré, le pays veille au grain. La sous-région ouest africaine, je parle principalement des pays du Sahel, depuis 2012, connaît des difficultés énormes en matière de sécurité. En 2014, avec la refondation, aujourd'hui, vous avez des régions militaires, vous avez des régions de gendarmerie, vous avez des régions de police. Et les secteurs ont été multipliés de manière à quadriller l'ensemble du territoire. Ça, c'est la première mesure. Parce que la criminalité s'installe là où il n'y a pas de présence de l'État. En l'occurrence, les forces de défense et de sécurité. Ça, c'est la première mesure. La deuxième, c'est l'opération Konyuari. Depuis septembre 2018, les chefs de l'État ont trouvé qu'il fallait mettre un tampon dans la partie septentrionale de notre pays. Parce que le danger n'était pas loin. Mais il fallait aussi réfléchir non seulement la mesure sécuritaire, mais une mesure un peu plus souple pour demander à la population de contribuer à la coproduction de la paix, à la coproduction de la sécurité. Le chef de l'État a instruit les ministres sectoriels pour réfléchir, mettre en place un comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. C'est un comité national qui est démembré. Nous avons des comités préfectoraux et cantonaux, de manière à ce que non seulement marquer la présence de l'État, mais à être aussi au courant de ce qui peut amener les uns et les autres à se radicaliser, à opter pour moyen de résolution de litiges, la violence. Le terrorisme ou l'extrémisme violent est un ennemi commun et l'approche de lutte doit être commune. Des mécanismes de combat contre les menaces et risques terroristes ont été mis en place dans la sous-région ouest africaine. On parle surtout du mécanisme d'Accra. Au départ, ça regroupait la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina. Par après, depuis janvier 2019, il y a le Mali et le Niger qui se sont joints à cette initiative. Ça consiste essentiellement aux échanges d'informations. Donc s'il n'y a pas d'échange entre les responsables de sécurité, vous allez rester en vase clos et être surpris. Et aussi organiser des opérations conjointes. Au niveau du Conseil de l'Entente également, le secrétariat exécutif a mis en place un mécanisme qu'ils ont dénommé Entente Renseignement entre les 5 pays du Conseil de l'Entente. Le même mécanisme est élaboré au niveau de l'UMOA. La délégation à la paix et à la sécurité a mis en place un mécanisme d'échange d'informations entre les pays. La CEDEAO également a élaboré avec la Commission paix et sécurité un mécanisme d'échange d'informations. Le credo, plus on est unis, plus on est solidaire pour lutter efficacement contre l'extrémisme violent. Et au moment où de nouvelles formes de criminalité voient le jour, le Togo pourra compter sur la digitalisation pour mieux mener ce combat. Il y a de nouvelles formes d'infractions qui ont vu le jour.
Vous avez la cybercriminalité. Madame le Premier ministre a beaucoup insisté sur la digitalisation de l'administration. Aujourd'hui, vous avez des individus à partir de l'Internet peuvent faire bouger le monde. Il faudrait que nos forces également ne soient pas oubliées. Au niveau des forces de défense et de sécurité, nous prenons également en compte ce principe-là. Il faut connaître les nouvelles informations pour pouvoir envisager les nouvelles formes de prévention. Beaucoup de terroristes, c'est difficile de les avoir parce qu'ils ont une certaine avance. Il y a des pays qui ont plus de moyens, il y a d'autres qui en ont moins. Il faudrait que les moyens que le Togo dispose, par exemple, puissent servir à solutionner un problème de sécurité, par exemple, du Bénin ou du Burkina. Nous devons tous travailler pour maintenir notre pays en paix, maintenir notre pays en sécurité. Cet appel à un combat collectif nécessite de la vigilance et de la prudence puisque le terroriste ou l'extrémiste est partout et se confond à tous. Actualité hors du Togo, 100 civils ont été tués dans des attaques perpétrées simultanément par des militants islamistes dans 2 villages du Niger proches de la frontière avec le Mali ce samedi 2 janvier. Il s'agit des villages de Tchombangou et Zourmdareye. Des soldats ont été dépêchés dans la zone. Et au Mali, pendant ce temps, 2 soldats français ont trouvé la mort dans une attaque à Ménéka. Emmanuel Macron a salué la mémoire des 2 soldats, je le cite, morts pour la France dans l'accomplissement de leur devoir. Fin de citation. Il a ensuite réaffirmé la détermination de son pays dans son combat contre le terrorisme. Et au Togo, 2 nouveaux prêtres ont été ordonnés le dimanche dernier à Atakpamé par Monseigneur Nicodème Bariga, archevêque métropolitain de Lomé et administrateur apostolique du diocèse d'Atakpamé. Parmi ces nouveaux prêtres, le révérend Genolé Akpa et Epiphane Pagana. Ces 2 hommes de Dieu ont célébré ce matin à la paroisse Sainte Famille d'Atakpamé leur messe de prémices, une messe pour rendre grâce à Dieu. Sylvain Abdou. Voici le rituel dont ils ont été soumis avant leur entrée dans cette chapelle pour la célébration de leur première messe, une messe de prémices dite ici à la paroisse Sainte Famille d'Atakpamé. Fraîchement ordonnés, les 2 nouveaux prêtres, notamment le révérend père Genolé Akpa et son collègue Epiphane Pagana, célèbrent donc pour la toute première fois dans leur vie l'Eucharistie en présence d'un collège de prêtres venus les entourer de toute leur expérience et sagesse. C'est donc une messe d'action de grâce pour témoigner leur reconnaissance à Dieu, à leur famille et à toute la communauté chrétienne pour leur appui et soutien. À travers cette messe, ils mesurent déjà la mission qui les attend sur le terrain. Immense est notre joie, c'est une joie vraiment inexprimable que le Seigneur ait daigné déposer entre nos pauvres mains ce trésor inexprimable qu'est la grâce du sacerdoce. La mission sur le terrain, c'est le salut des âmes à travers la célébration des sacrements et l'annonce de la bonne nouvelle et le témoignage de la miséricorde et de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Et c'est les hommes eux-mêmes qui découvriront à travers nos gestes, actes et paroles que vraiment le Seigneur est en train d'agir à travers nous pour leur accorder ce dont ils ont besoin. L'ordination des 2 nouveaux prêtres a été effectuée le dimanche 27 décembre 2020 où ils ont reçu la bénédiction de Monseigneur Nicodème Bariga bénissant. Ils comptent exercer leur mission avec foi et dévotion. Au cours de cette messe, les 2 prêtres ont été soumis à plusieurs rituels, dont ce dernier au pied de la Vierge Marie, pour leur faire comprendre la nécessité de bien semer la parole de Dieu, mais aussi de mener à bien leur mission pour la proclamation de la parole divine. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.